Comment avons-nous repéré ces bombes? De toute façon, notre vie en dépend. À chaque déplacement, nous sommes obligés de vérifier la route et les environs. On inspecte, on cherche. Vous vous demanderez peut-être pourquoi nous sommes descendus dans la forêt. N'oublie pas de t'abonner pour rester informé et ne manquer aucun contenu. Clique sur s'abonner pour ne pas rater la suite. C'était pour retrouver les fils. Car cette bombe doit être reliée à une batterie. Parfois située à 500 ou 600 mètres plus loin. Alors, que cherchons-nous exactement? Le fil. Le fil électrique destiné à déclencher l'explosion. À partir de ce moment-là, nous avons pris une décision. C'était en 1988. Jusqu'en 1991, j'ai commencé à parler en anglais. Mais après 12 mois, j'ai compris que le temps du langage était terminé. Depuis, je ne parle plus que le langage des armes. J'ai pris ma décision. J'ai commencé à mener des actions avec les autorités, avec les responsables, avec les grands dirigeants. Et à ce moment-là, ils m'ont suivi. Peut-être que nous n'étions pas assez à l'écoute. Aujourd'hui, nous voyons que le nombre de nos activités ne cesse d'augmenter. Nous sommes dans le quartier. Tout se joue dans le quartier. Les pays d'Occident sont différents. Pourquoi? Parce que là-bas, il existe une certaine indifférence de la population. C'est pour cela que c'est difficile à mettre en œuvre. Pour nous, en tant que famille, en tant que pays, c'est un vrai problème. Quand un étranger entre, il est vite repéré. Il n'y a pas de débat. Et c'est ainsi que notre sécurité est assurée par la justice. Qui a écouté Saïd Maru? Qu'a-t-il entendu pour écrire ce livre? Et qu'a écouté Takita Musdara aussi? Mustapha, Geb, Mabi, Omar. Mon nom est Moufaba. Tema, maître de la mémoire. Ce ne sont pas des maquisards. Ce sont des terroristes. Des voyous. Le village, c'est comme tous les autres villages. Il est situé dans une zone sous la terreur. Concernant les enfants de l'école, ils viennent et repartent normalement. Ils sont protégés par leurs parents, qui font face au terrorisme. Ils sont tous armés. Et vous? Moi aussi. Je suis arrivé à la base. On travaillait la nuit. Et on combattait l'ennemi la nuit. Quand une tâche demandait 22 heures, on la faisait parfois en 2 heures. En 24 heures, on pouvait organiser une force contre les terroristes. Le président, lorsqu'il enrôle des gens pour la guerre, dit à ses proches qu'ils ne sont ni des femmes, ni des Dubaïens, ni des Chouka, ni des Oujaï. Il dit qu'ils sont tous pareils. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Dans l'islam, cela est un haram. Quand les gens ne te trouvent pas, ils te laissent comme une femme. Ils disent que les hommes sont déjà morts. La population se bat contre la population de laser. J'ai travaillé 8 mois dans ce groupe. J'ai une famille, une femme et un enfant. Je suis devenu un tueur, d'innocents et d'enfants. Un jour, j'ai essayé de sortir de la maison, mais je n'y suis pas parvenu. Les armes de la FOM ne sont pas les mêmes que les nôtres. Nous avons commis des crimes, des morts, des enfants tués, des personnes tuées sans aucun droit. Après avoir vécu avec eux, j'ai compris que ce qu'ils faisaient n'était pas juste. Ils ont commis des actes criminels. Je suis capitaine. Je suis responsable. Vous voyez, ils ont identifié votre problème. Ils vont vous dire ce qui vous arrange. Mais moi, je vous le dis. Vous êtes responsable. Nous devons travailler dans le droit. Nous devons appliquer la loi. Nous devons maintenant juger. Si nous appliquons ce que nous disons, alors pourquoi hésiter? Le problème est partout. Il se déplace sans cesse. C'est un message pour tes enfants. Non, non. Il y a un pays qui a été détruit. Où a-t-il été détruit? Dans un village. Quel village? Le village de Manafsit. Et qu'est-ce qu'ils font dans ce village? Ils massacrent les gens. Tu n'as rien appris de l'armée. Je n'ai pas été touché. Donc tu as quitté le pays parce que tu as peur des Arabes. Oui. Alors tu n'as pas peur de Libye. Si, j'ai peur de Libye. Et de la Saxonie. Donc, vous êtes ici. Ce que vous voyez là est un tract terroriste, daté du 8 août 1995, signé par Abu Abdelrahman Amin. Comme vous pouvez le constater, il porte le numéro 39. Il a été retrouvé dans la poche d'un terroriste surnommé Son Briquet. Visible sur cette photo, il a été abattu le 29 août 1995 par le groupe où un PAMAC a été récupéré. Ce document ordonne aux Algériens, sous la menace de mort, de ne pas s'approcher des îlots. Voici aussi un autre bout de papier, retrouvé sur un terrain. Il sert à provoquer des explosions. On relie ces piles aux bombes par un fil électrique, comme celle que nous avons trouvée ici devant vous. Dès que la cible s'approche de la bombe, on la fait exploser, à une distance de 6 cents, parfois même 1000 mètres. En voilà une autre, plus sophistiquée.
Elle contient 36 piles, 18 et 18, ce qui donne environ 152 volts. Voici maintenant un fusil. On peut l'appeler un fusil artisanal. Il a été récupéré chez un terroriste et fabriqué avec des moyens rudimentaires. On y trouve des ressorts. Un percuteur, en réalité un simple clou, qui sert de mécanisme de frappe. On ne peut utiliser qu'une seule cartouche. Ça ne tire qu'une seule fois. Une seule fois. Après, il faut le recharger. Mais après avoir pris cette décision, je suis allé là-bas pour combattre l'ennemi. Ce que font ces gens n'existe dans aucune religion, ni dans le christianisme, ni dans l'islam, ni même dans le catholicisme. Des hommes ont tué des hommes. Il y a eu des morts. Ils ont été tués pendant 2 mois. J'ai vu des cadavres. Des femmes ont été tuées. Des enfants ont été tués. Alors pourquoi ne sommes-nous pas en train de nous défendre? C'est la première fois que je suis venu ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons rencontré l'ennemi. Il n'y a rien de mal à se battre. Il y avait des bombes, les fameux mortiers artisanaux des terroristes. Elles étaient fabriquées avec des tuyaux de plomberie, de la ferraille, des boulons, des clous et de la poudre placée à l'intérieur. On prolonge le fil électrique jusqu'à 600, parfois 1000 mètres. Devant nous, il y a une série de piles qui sert à déclencher l'explosion. On oriente la bombe vers l'endroit choisi. On la fixe solidement à l'aide d'un morceau de ferraille. Et dès que la cible entre dans la ligne de mire, on actionne le dispositif. On provoque l'explosion à distance, parfois à 1000 mètres. Puis on s'enfuit aussitôt. Il n'y a rien de mal à combattre quand il s'agit de se défendre. Dans cette région, la terreur s'est installée depuis longtemps. Des bombes artisanales étaient dissimulées un peu partout, au bord des routes, près des maisons, dans les champs. Chaque déplacement devenait un risque mortel. Les habitants vivaient dans une peur permanente. Un simple bruit, un objet abandonné, pouvait annoncer la mort. Les parents n'osaient plus laisser sortir leurs enfants. Les gens ne vivaient plus vraiment. Ils survivaient. Ces engins étaient faits avec des moyens rudimentaires, mais leurs effets étaient dévastateurs. Ils visaient sans distinction. Des soldats, des civils, des femmes, des enfants. La violence ne choisissait pas ses victimes. Les forces de sécurité travaillaient jour et nuit, sans repos réel. Chaque opération pouvait être la dernière. Une seule erreur suffisait pour perdre toute une équipe. La fatigue s'accumulait, mais personne ne pouvait abandonner. Avec le temps, la violence est devenue presque banale. Au début, chaque explosion choquait. Puis on s'y est habitué. Un mort est devenu un chiffre. Une attaque, une simple actualité. La vie humaine a commencé à perdre sa valeur. Et pourtant, au milieu de cette horreur, des civils ordinaires ont fait preuve d'un courage immense. Un appel anonyme, un signalement discret, un geste simple, qui sauvait parfois tout un quartier. Beaucoup de jeunes ont été manipulés par la peur, par la misère, par de fausses promesses. On leur parlait de paradis, d'honneur, de récompense. On en faisait des armes humaines, avant même qu'ils deviennent des adultes. Ces groupes prétendaient agir au nom de Dieu, mais leurs actes n'ont produit que des cimetières, des veuves, des orphelins. Aucune religion, ni l'islam, ni le christianisme, ni aucune autre, ne justifie le meurtre d'innocents. Des hommes ont tué des hommes. Des femmes ont été tuées. Des enfants ont été tués. Pendant des mois, il n'y avait que des enterrements et des larmes. Alors une question revenait sans cesse. Pourquoi ne nous défendons-nous pas vraiment? Pourquoi la peur décide-t-elle pour nous? Mais combattre le mal ne veut pas dire devenir inhumain. La lutte contre le terrorisme doit rester dans le cadre du droit. Sans justice, il n'y a que la loi de la jungle. Et on remplace un chaos par un autre. Malgré tout, l'espoir n'a jamais totalement disparu. Des gens continuaient à reconstruire, à ouvrir des écoles, à soigner gratuitement, à refuser la haine. Ils pensaient nous terroriser. Ils ont seulement appris que même sous les bombes, un peuple peut rester debout.